quelqu'un qui cachotte énormément, qui a rien déclaré, et en plus qui a plein de comptes à l'étranger non déclarés, ça se finit nécessairement un peu mal. Et ça peut même se finir au pénal en fait. Parce que l'administration aujourd'hui, elle est obligée de saisir une commission qui va se prononcer sur l'opportunité de poursuivre la personne pénalement pour fraude fiscale lorsque le montant du redressement est supérieur à 100 000 € et que des pénalités de 80% donc pour manœuvre frauduleuse sont appliquées. Et donc dans ces cas-là, ça peut finir au tribunal correctionnel, voire avec une peine de sursis et une amende pénale. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau Finary Talk. Avec le Bitcoin qui bat des records de prix tous les jours, vous devez être nombreux à afficher des belles plus-values. Selon Bloomberg, plus de 1500 millionnaires sont créés chaque jour grâce au Bitcoin, donc c'est un formidable accélérateur de richesse. Qui dit plus-value, dit fiscalité. La fiscalité, ça fait mal à la tête, c'est compliqué, surtout en crypto. Du coup, je me suis dit que j'allais inviter un expert pour en parler. C'est Alexandre Lourimi qui est cofondateur du cabinet Orwell et qui s'est spécialisé sur la question crypto. Salut Alexandre. Salut Mounir, merci pour l'invitation. Alexandre, pourquoi il faut déclarer ses comptes crypto ? Il y a une espèce un dogme de gens qui disent « moi je déclare rien de toute façon ». Alors, pourquoi il faut les déclarer ? Il faut bien avoir en tête que quand on parle de crypto, il y a vraiment deux déclarations principales. Et la première que tu évoques, c'est la déclaration des comptes crypto. En fait, depuis 2021, les contribuables ont l'obligation de déclarer les comptes d'actifs numériques qu'ils ont ouverts auprès de plateformes étrangères. Cette obligation, en fait, elle est simple à comprendre. Aujourd'hui, le fisc a une emprise sur tous les acteurs économiques qui résident en France. Et ils peuvent demander n'importe quelle information sur n'importe qui et ils obtiennent une réponse. C'est beaucoup plus compliqué quand les acteurs sont à l'étranger et c'est pour ça que cette déclaration a été mise en place sur le même modèle que les déclarations de comptes financiers à l'étranger, finalement, comme déclarer un N26 ou un Revolut, on doit déclarer son compte Kraken chaque année. Qu'est-ce que je risque si je le fais pas, ça ? Et là, c'est la raison du pourquoi. Du coup, tu risques théoriquement, et en vrai, c'est aussi en pratique, puisqu'on le voit, une amende de 750 € par compte non déclaré. Et il y a plein de petites variantes. Elle peut être doublée si les montants qui sont passés sur ces comptes sont supérieurs à 50 000 €. Et il y a aussi des petites amendes par inexactitude. Donc le montant peut aller assez haut quand on a beaucoup de comptes. Est-ce que tu as des anecdotes de gens justement qui sont fait redresser pour ce sujet spécifique ? En fait, généralement, la déclaration des comptes, c'est jamais le problème quand il y a un redressement. Parce que 750 € par compte, ça peut paraître beaucoup, mais on va peut-être en parler ensuite. Les gens qui sont déclarés, c'est pour des montants qui sont assez significatifs généralement, et les 750 €, c'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi. C'est pas là-dessus qu'ils vont se battre. Donc effectivement, l'amende est appliquée, mais c'est jamais le problème principal quand on a un contrôle. Et à l'inverse, si une personne se fait redresser et qu'elle a de bonne foi oublié de déclarer son compte, c'est assez rare que le fisc applique l'amende. Okay. Donc voilà. Par contre, il y a un point qu'on n'a pas évoqué. Le fait de ne pas déclarer ses comptes, ça peut aussi générer deux autres difficultés. La première, en fait, c'est que dans certains cas, on pourrait appliquer une sorte de présomption de caractère imposable des sommes qui sont sur ces comptes. Et la deuxième, qui est aussi problématique, c'est ça peut conduire, quand le compte gère aussi du fiat, qu'on n'est pas que sur un compte pur crypto, à étendre le délai de reprise de l'administration. C'est-à-dire que en temps normal, l'administration a 3 ans pour venir vous contrôler. Quand vous avez des comptes à l'étranger non déclarés, le délai peut être porté à 10 ans. Et donc, ça fait que l'épée de Damoclès qui pèse au-dessus de votre tête pèse 3 fois plus longtemps. Tu as parlé du risque de ne pas déclarer un compte comme un Kraken. Quid du risque de ne pas déclarer une plus-value ? A priori, ça devrait être plus dangereux, en fait. Ouais. Et effectivement, en fait, il y a un risque, un risque, c'est de devoir payer ce qu'on aurait dû payer, mais bon, c'est pas vraiment un risque. Le risque, il se joue en fait sur les pénalités, et les pénalités, leur montant dépend de l'attitude du contribuable. En fait, il y en a 3 principales, 10%, 40% ou 80%. Quelqu'un qui a oublié de déclarer, je sais pas, une centaine d'euros de crypto parce qu'elle n'était pas informée et qu'elle était de bonne foi, qu'elle s'est dénoncée au moment du contrôle, elle prendra plutôt les 10%. Quelqu'un qui a délibérément manqué à son obligation prendra 40%. Donc là, ça implique que l'administration démontre que la personne connaissait ses obligations et n'a pas déclaré en connaissance de cause. Généralement, ça se démontre souvent en fonction des montants. En fait, quand les montants sont tellement importants, sont d'une telle importance, le fisc va considérer que
Le seul fait que ces montants sont importants implique que le contribuable aurait dû se renseigner et que même s'il ne savait pas, finalement, il aurait dû savoir, un peu nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, ils vont appliquer 40%. C'est quoi un montant important, qu'on ait un ordre d'idée? C'est dur de le dire, ça dépend aussi pas mal du contribuable. Quelqu'un qui gagne 500 000 euros par an, un cash-out de 300 000, ce ne sera pas considéré comme important, alors que quelqu'un qui gagne 30 000, ce sera à l'inverse. Donc c'est par rapport au salaire, aux autres revenus en fait. Voilà, c'est ça, c'est un montant important par rapport à ce que perçoit le contribuable, et un montant qui justifie que il se bouge un peu pour se renseigner sur la fiscalité. Après, nous, les contrôles qu'on a, c'est des montants vraiment au-dessus d'1 million d'euros. Et là, c'est vrai que l'argument de dire, je savais pas, ça dépend de la période. Parce que si c'était en 2014-2015, on pouvait ne pas savoir. Aujourd'hui, c'est plus compliqué de dire je savais pas sur ces montants, quoi. Et ensuite, tu as les 80%, où là, on est quand même dans une autre logique. Celle-là, elle s'applique quand on est dans le cadre de manœuvres frauduleuses. Donc en fait, seulement quand la personne a mis en place des actions visant à dissimuler vraiment activement le produit de cette infraction fiscale. Et donc plus concrètement, ça va être, constituer une société offshore pour encaisser les fonds. Ça va être mettre en place plein de comptes à l'étranger non déclarés. Plein de manœuvres qui montrent que activement, la personne n'a pas seulement oublié de déclarer, elle a aussi fait en sorte qu'elle ne soit pas retrouvée, quoi. Ok. Donc voilà, 10, 40, 80. Quoi. Tu vois, on parle beaucoup de l'État. Tu viens de dire l'État veut contrôler ce qui se passe à l'étranger. C'est quoi concrètement les moyens dont dispose l'État, ou plutôt le Bercy, pour aller tracer les flux et retrouver, vraiment comprendre ce que tu as en crypto et donc éventuellement te redresser? Aujourd'hui, en fait, ça change énormément. Là, le Bitcoin a un peu plus de 10 ans et les choses ont évolué super, super vite. Au départ, l'administration avait rien, en fait, comme info. Enfin, rien. Elle avait votre relevé bancaire, en fait. Donc, elle pouvait savoir ce qui sortait vers des plateformes et ce qui revenait de plateformes. Et on le voit dans les contrôles, c'est principalement là-dessus que l'administration se base, parce que c'est une donnée facile à avoir, le relevé bancaire, il suffit de demander à votre banque. Et c'est simple à interpréter. S'il y a du plus, on considère que c'est une plus-value. S'il y a du moins, on ne considère pas que c'est un prix d'achat. Il ne faut pas non plus rêver. Et donc, elle n'avait que ça. Mais les choses changent progressivement. Il y a 2 textes qui sont en train d'être négociés à l'échelle de l'Union européenne et un à l'échelle de l'OCDE, donc à un niveau international, qui vont permettre en fait de mettre en place un dispositif d'échange automatique d'informations entre administrations fiscales et un mécanisme de reporting en fait annuel des plateformes d'échange. Donc pour être plus pratique, chaque année, un Kraken par exemple déclarera à l'administration fiscale américaine tout ton historique, Mounir, et l'administration fiscale américaine le transmettra évidemment à l'administration fiscale française. Donc d'ici 2025-2026, en gros, tout ce qui se passera sur des échanges centralisés sera automatiquement porté à la connaissance de l'administration fiscale. Donc là, la règle des 3 ans, elle s'appliquera aussi si, par exemple, ils se rendent compte qu'il y a 3 ans, tu n'avais pas déclaré quelque chose, mais maintenant qu'ils ont accès à toute la donnée, a priori, tu devais passer par la case impôt. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ça ne va pas permettre de rallonger le délai. C'est-à-dire que si, quand ils ont les infos, ils découvrent qu'il y a 10 ans, tu n'as pas déclaré, c'est tant pis pour eux, quoi. À part quand tu rentres dans des cas d'extension du délai. Mais la prescription, c'est ça le principe. C'est que, voilà, t'as pas été pris, au bout d'un moment, on oublie et on passe à autre chose. Par contre, ils vont être beaucoup plus exigeants. En fait, chaque année, ce sera super simple pour le fisc de corroborer ce qu'il y a sur la déclaration fiscale et ce qui s'est passé sur les exchanges. Et surtout que, en fait, les infos qui vont être transmises, elles vont être assez précises. Ce sera l'historique des achats, des ventes, mais pas que. Ce sera aussi tous les revenus passifs qu'on peut générer. Ce sera y compris les références des wallets avec lesquelles tu interagis. Donc même tes wallets privés en fait seront portés à la connaissance de l'administration. Donc ça sera quand même, il y aura un niveau de détail assez important. Petite parenthèse dans ce talk pour vous parler de Finari, l'application que j'ai créée pour suivre et gérer son patrimoine, dont la crypto. Concrètement, vous allez pouvoir connecter vos banques, mais aussi vos wallets, vos exchanges, et donc avoir la vision globale sur tout ce que vous avez, y compris la DeFi. Vous allez aussi pouvoir investir directement en crypto, notamment dans 25 coins qu'on propose. Soit vous achetez au comptant, soit vous achetez en DCA grâce au plan d'investissement. Donc c'est vraiment super simple. Et enfin, vous pouvez aussi placer ces cryptos pour faire du yield et donc générer
un revenu passif en plus de la performance des cryptos. Je vous donne 20% de réduction avec le code promo qui va s'afficher à l'écran. Ça va vous permettre d'avoir les frais les plus bas pour l'investissement en crypto, mais aussi de bénéficier de toutes les fonctionnalités qu'il y a sur l'application. Allez, on retourne au talk. C'est quoi les autres indices qui vont permettre ou qui vont mener à un éventuel déclenchement d'un contrôle? Généralement, là, du coup, on n'a pas cette donnée, donc ça ne peut pas déclencher un contrôle, ce qui se passe sur un exchange. Mais aujourd'hui, ça reste quand même... Enfin, la source principale de déclenchement, ça reste le compte bancaire. Donc, tu cash out 50 000 euros. Sur ta déclaration, il y a écrit que tu gagnes 25 000 euros de salaire. Voilà, ça crée un petit bip. Et là, l'administration vient creuser le sujet. Et comment ça se passe concrètement quand l'administration, elle ouvre un dossier sur quelqu'un? En fait, il y a 2 méthodes pour contrôler quelqu'un. La première, c'est le contrôle sur pièce. C'est-à-dire, l'administration a des éléments, a tout en sa possession, et ça lui permet de voir qu'il y a un problème et de déterminer le montant du problème. Là, dans ce cas-là, on n'est même pas au courant qu'il y a un contrôle. On est au courant que quand l'administration a terminé et qu'elle envoie la facture, en fait. Ce qu'on appelle la proposition de rectification, c'est un courrier où l'administration justifie les éléments de fait et évidemment les éléments juridiques qui font que tu dois plus que ce que tu as payé. Ça, c'est la première hypothèse qui est assez rare en matière de crypto, parce qu'en matière de crypto, il faut quand même creuser les sujets, il faut aller investiguer en fait pour déterminer ce qui se passe. Et donc, on est sur plutôt ce qu'on appelle un contrôle sur place. Et en pratique, c'est quelque chose qui dure, en fonction de la complexité du sujet, 3 à 6 mois pour un particulier. Ça commence par une petite lettre, un avis de contrôle, tout simplement. Il y a quelques échanges oraux avec le vérificateur, donc normalement dans les locaux de l'administration. Et donc on est convoqué sur place? Ouais, on est convoqué sur place. Alors depuis le Covid, maintenant, ils acceptent la visio. Mais sinon, le principe, c'est sur place. Et il y a pas mal d'échanges de courriers aussi avec des demandes de précision. Ils épluchent les comptes bancaires, ils vous demandent de justifier tous les virements, enfin tous les mouvements. Voilà. Et ça se termine pareil par une proposition de rectification. Et là, tu as une période qui s'ouvre pour contester finalement le résultat du contrôle. Il y a un peu une légende urbaine qui dit que quand l'administration fiscale s'intéresse à quelqu'un, il va forcément payer parce qu'ils ont passé du temps, ils ont investi du temps humain et de l'argent. Donc, ils ne veulent pas repartir les mains vides. Est-ce que ça, c'est vrai? C'est plutôt vrai parce que le contrôle fiscal, il faut que ce soit efficace. Finalement, on est dans une logique de gestion publique qui est de plus en plus fondée sur le secteur privé. Donc, si ça coûte plus cher de contrôler quelqu'un plutôt que ce que ça rapporte, c'est compliqué. Donc, il y a toujours cette tendance. Et il y a une autre tendance aussi, c'est que souvent, les gens ont l'impression que le fisc raisonne bêtement et automatiquement. Finalement, c'est des êtres humains. C'est rare qu'ils maintiennent un contrôle coûte que coûte si c'est pas fondé. Après, ça peut arriver, et ça arrive quand même. Et dans ce cas-là, c'est quand même possible d'avoir gain de cause. Généralement, on n'aura pas gain de cause totalement au premier niveau de contrôle, de contestation, parce qu'il faut avoir en tête qu'au début, la phase de contestation, elle se fait en interne au sein de l'administration, via les supérieurs hiérarchiques, des supérieurs hiérarchiques, etc. À ce niveau-là, c'est difficile d'obtenir en fait un désaveu de l'administration. Par contre, au contentieux, donc quand on va saisir un juge pour avoir son avis, là c'est possible d'avoir gain de cause. Et toi, sur les gros contrôles que tu as, ça se finit comment en général? Ça dépend. Hein. Je peux pas dire que ça se finit mal parce que sinon ce serait compliqué pour moi. Mais en fait, ça dépend de l'attitude du contribuable vraiment. Quelqu'un qui a cash out énormément, qui a rien déclaré, et en plus qui a plein de comptes à l'étranger non déclarés, ça se finit nécessairement un peu mal, quoi. Et ça peut même se finir au pénal en fait, parce que l'administration aujourd'hui, elle est obligée, elle a même plus le choix, elle est obligée de saisir une commission qui va se prononcer sur l'opportunité de poursuivre la personne pénalement pour fraude fiscale lorsque le montant du redressement est supérieur à 100 000 euros et que des pénalités de 80% donc pour manœuvre frauduleuse sont appliquées. Et donc dans ces cas-là, ça peut finir au tribunal correctionnel, voire avec une peine de sursis et une amende pénale. Après, ça reste le cas extrême. La plupart des gens avec qui je travaille sont des gens plutôt de bonne foi, ils essayent de faire au mieux, c'est super compliqué la fiscalité des cryptos, ils se trompent comme tout le monde, et eux, ça se finit plutôt bien. Généralement, le montant de l'impôt qui aurait dû être payé est mis à la charge du contribuable, mais sur les pénalités, on est sur du 10%, les intérêts de retard, et c'est réglé, quoi. Alors on a pas mal parlé de la fiscalité, mais concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer comment on va déclarer ses plus-values
pour être bien dans les clous et pour qu'il n'y ait pas de problème? Ouais, c'est d'actualité puisqu'en fait, là, dans un mois, la période déclarative va s'ouvrir. Et donc, en gros, ce qu'il faut faire, c'est déjà se poser deux questions. Est-ce que j'ai des comptes d'actifs numériques hors de France? Oui ou non? Est-ce que j'ai fait des cessions imposables l'année dernière, en 2023? Donc vers l'euro? Vers l'euro, c'est ça. Si on a des comptes, il ne faudra pas oublier de faire sa déclaration de compte. Donc, c'est un formulaire qui a fusionné avec le formulaire de déclaration des comptes financiers. Donc, aujourd'hui, on va vous demander quelle est la nature du compte. Vous allez cocher financier, actif numérique ou assurance vie. Vous allez déclarer vos N26. Il ne faudra pas oublier de déclarer votre Kraken. Et la deuxième étape, c'est que si vous avez des cessions, il va falloir déclarer chacune de ces cessions sur un formulaire dédié qui a le numéro 2086, la déclaration des cessions d'actifs numériques, que vous pourrez sélectionner en fait dans votre espace. Et pour chaque cession réalisée l'année dernière, vous allez devoir déclarer la date de la cession, le montant en euros de cette cession, et deux données beaucoup plus compliquées à retrouver a posteriori, la valeur globale de votre portefeuille, donc toute crypto confondue, tout support confondu, de tous les membres du foyer. Donc ceux qui ont des enfants qui ont de la crypto, en plus, ça va être très compliqué. Et le prix total d'acquisition du portefeuille. Tout simplement pour pouvoir faire le ratio et déterminer la plus-value globale latente et imposer une fraction de cette plus-value. Et donc c'est pour ça qu'un des conseils, généralement, c'est vraiment de suivre son portefeuille par étapes et au moment de la cession imposable, de noter quelque part la valeur de son portefeuille parce que si entre-temps, il s'est écoulé 1 an et qu'il y a eu plein d'opérations, c'est super compliqué sans un outil de reconstituer en fait en arrière son portefeuille et de le valoriser. Donc ça, il faudra le faire pour chacune des sessions, et c'est la somme de toutes les plus-values qui en résultent, qui sera automatiquement portée sur la bonne case de la déclaration générale de revenus. Et qui passera du coup à la flat tax. Exactement, à 12,8% d'impôt, plus 17,2%. Et pour les plus chanceux, ceux qui font des cessions d'un montant significatif, des plus-values significatives, il ne faudra pas oublier la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, qui est un impôt assez récent, mais que les gens oublient souvent, qui s'applique en gros pour un particulier sur les revenus qui sont supérieurs à 250 000 euros, à un taux de 3% en plus, et à un taux de 4% si les revenus sont supérieurs à 500 000. Et ces seuils sont doublés quand on est en couple. Que des bonnes nouvelles. Pour clôturer ce sujet, une fois que tu as été contrôlé et que par exemple l'administration a dit toi c'est 10% de pénalité, ça clôt le dossier, ils pourront revenir dessus? En fait, à la fin du contrôle, normalement, il y a un principe, c'est que tu peux pas être contrôlé une nouvelle fois pour les mêmes faits. Et au titre d'une même année, bien sûr. 3 ans plus tard, on peut reprendre un contrôle, mais normalement, ça clôt le sujet, ça fige les prétentions de l'administration en quelque sorte. Par contre, il y a un temps potentiellement important qui s'écoule entre le moment où tu reçois le résultat du contrôle et le moment où tu payes l'impôt. Parce que, comme je disais, il y a une phase de contestation qui peut être assez longue et très très longue quand tu vas jusqu'à saisir une juridiction. Et pendant cette période, normalement, tu bénéficies de ce qu'on appelle un sursis de paiement, c'est-à-dire que tu n'es pas tenu de payer ce que te réclame l'administration. Tu le payes une fois qu'un juge s'est prononcé. Alors, tu dois constituer des garanties pour éviter d'organiser ton insolvabilité. Et si tu perds, tu supportes les intérêts de retard. Donc, potentiellement, si c'est à plus de 5 ans, ça peut être important. Mais vous qui connaissez bien les taux d'intérêt, le taux d'intérêt de retard, il est quand même assez faible puisqu'il est de 2,4% par an. Donc, selon les périodes, ça peut ne pas être un trop gros risque. C'est quoi le plus gros redressement crypto dont tu as entendu parler en France? Sur des particuliers, c'est généralement les gens communiquent assez peu sur le sujet. Tu m'étonnes. Après, nous, on a pas mal de redressements. Enfin, généralement, les redressements qu'on a, c'est systématiquement des redressements qui conduisent à des impôts supplémentaires supérieurs à 1 million d'euros, quoi. Après, ça peut aller beaucoup plus haut. Mais j'ai pas de visibilité sur l'ensemble, quoi. Les gens sont assez discrets sur ces sujets. On a pas mal parlé des risques de ne pas déclarer. Du coup, est-ce que tu peux nous dresser le portrait de la fiscalité crypto en 2024 en France? Du coup, c'est une fiscalité complexe. En fait, il y a deux cas. Parce que le secteur évolue et les investisseurs évoluent aussi pas mal, finalement, dans leur profil. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut placer un peu d'argent dans la crypto pour diversifier son patrimoine et qui n'est pas un dégène DeFi, pour lui, ça ne va pas être si compliqué que ça. La logique, c'est que on a une fiscalité qui est à peu près similaire dans les taux à celle des actions. On a une fiscalité avec un taux forfaitaire à 30% et la possibilité flat tax, voilà, et la possibilité d'opter pour le barème progressif si c'est plus intéressant.
Donc sur le taux, on est pareil. Ce qui va changer par rapport aux actions, ça va être les modalités de calcul et l'effet générateur d'imposition. En fait, en crypto, le choix qui a été fait, c'est d'imposer les transactions que lorsque les cryptos sont vendus contre autre chose que de la crypto. Donc principalement contre des fiat, euros, dollars, ou en cas de paiement de biens en crypto. Nous, on accepte les paiements en crypto. Si quelqu'un paye ma consultation en Bitcoin, bah pour lui, c'est une cession imposable. Donc ça, c'est le premier truc à avoir en tête. Chaque année, il faut regarder ce qu'on a fait comme cession imposable. Ensuite, la deuxième originalité, c'est que sur ces cessions imposables, pour déterminer la plus-value ou la moins-value, on ne va pas faire comme une action prix de vente moins prix d'achat de la crypto qu'on a vendue. On va regarder l'état global du portefeuille. Et on va imposer une fraction de la plus-value latente de ce portefeuille. Donc, autrement dit, si notre portefeuille au global, il est à 40% de plus-value et que je cède 1500 € de crypto, même si c'est une crypto qui est elle-même en moins-value, ben j'aurai 40% de 1500 € qui sera de la plus-value imposable. Donc, c'est un mécanisme un peu original qui s'explique pour plein de raisons. Et en fait, ce qui est imposable, c'est la somme de toutes les plus-values et de toutes les moins-values qui ont été réalisées au cours d'une même année. Donc, les moins-values vont venir se compenser, mais uniquement sur des plus-values au cours de la même année. Je crois que sur les actions, tu peux reporter exactement les plus ou les moins-values, surtout en fait, jusqu'à 10 ans. Ouais. Pourquoi ce choix a été fait? C'est hyper désavantageux pour la crypto. C'est hyper désavantageux et les justifications qui sont apportées, elles sont pas très, très honnêtes. En fait, l'argument principal du fisc là-dessus et de Bercy, c'est de dire, comme on vous a fait un régime avec une neutralisation des échanges entre cryptos, vous êtes totalement maître de votre fait générateur d'imposition. Parce que si vous voulez plus être exposé, vous passez en stablecoin, vous n'avez pas d'impôt, et c'est vous qui décidez quand vous passez en fiat et quand vous payez de l'impôt. Et donc c'est un peu ça l'argument. Mais c'est un argument qui est assez déconnecté de la réalité en pratique, parce qu'il y a plein de gens qui ont besoin de sortir du cash, qui ont un besoin de financier, qui n'ont pas le choix d'attendre de revenir en plus-value ou d'attendre un bull market. Et il y a plein de gens qui reçoivent aussi des revenus passifs, et là aussi ça peut poser problème à ce niveau-là. Donc c'est un argument qui est un peu de mauvaise foi, c'est un truc qui pourrait bouger. Je sais que le secteur le réclame chaque année dans le cadre des lois de finances. Ça évolue peu, ça pourrait peut-être bouger au contentieux, parce qu'il y a aussi, comme tu le disais, une rupture d'égalité par rapport au régime des actions, quoi. Il y a un autre régime une autre catégorisation, c'est celle des investisseurs professionnels. Comment on tombe là-dedans et c'est quoi les risques de devenir ou d'être recatégorisé investisseur professionnel en crypto? En fait, il y a la version longue et la version courte. Je peux commencer par la courte. La courte, c'est vraiment que ce risque est extrêmement rare en pratique. En fait, ça va concerner, 0,1% des personnes, quoi. Et ça, on le sait parce qu'on a déjà du recul sur cette notion de pro-perso, puisque c'est une notion qui a été dégagée principalement en matière d'opération de bourse. Au début des années 2000, quand il y a eu tous les brokers en ligne et que les gens ont commencé à gérer beaucoup plus activement leurs finances personnelles, le fisc avait commencé à redresser les particuliers qui étaient un peu actifs sur leur compte titre. Et donc, ça a donné lieu à plein de jurisprudences du Conseil d'État. Et globalement, ce qu'il en ressort, c'est qu'un pro, c'est vraiment quelqu'un qui va se comporter comme un pro. Alors, c'est pas beaucoup plus clair, mais c'est quelqu'un qui va, d'une part, réaliser des opérations d'une ampleur très significative. Grand montant et surtout grand volume. Okay. Parce que le fait d'avoir de cash out 10 millions d'euros, ça vous mettra pas dans la case pro. Ce qui va être... Oui, parce qu'on a pu acheter des bitcoins et les vendre 10 ans plus tard et exactement. Barre, quoi. Ouais, et ça dit rien de ce que vous faites finalement. Ouais. Par contre, si le volume de transactions sur l'année est, 20 fois supérieur à la valeur de votre portefeuille, là, ça dit beaucoup plus, parce que ça montre à quel point vous faites tourner le portefeuille, à quel point vous êtes actif. Donc, il y a cette notion d'ampleur qui est importante, mais qui est encore moins importante que la deuxième, qui est la notion de sophistication des moyens utilisés. En fait, on va considérer qu'un pro, c'est quelqu'un qui a une stratégie vraiment rationalisée, qui va chercher les risques à un endroit bien déterminé, qui va utiliser potentiellement des outils de trading qui sont aussi beaucoup plus complexes qu'un ordre market simple, quoi. Donc l'effet de levier aussi, par exemple. Voilà, c'est ça. Mais pas, le fait, parce que l'effet de levier, ça sera important, mais c'est pas parce que moi j'utilise un effet de levier que je suis un pro du trading. Ouais. Je vais faire n'importe quoi, je vais tester, je vais me faire liquider. Donc c'est pas... En fait, le problème, c'est qu'en crypto,
tous ces outils ont été mis à la disposition du grand public du jour au lendemain. Notamment via FTX. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu régulé en France. Normalement, on n'a pas le droit quand on est un acteur. Mais en tout cas, tout un chacun peut avoir accès à du levier. Donc, j'ai parfois des clients qui me demandent, voilà, j'utilise un peu, je fais un peu de margin. Est-ce que je suis pro pour ça ? En fait, non. C'est jamais un critère... à lui seul, quoi. Ce qui compte, c'est vraiment l'approche globale. Et pour donner un exemple plus concret, en fait, les gens qui ont été requalifiés de pro par des juges en matière d'opération de bourse, c'était quasiment systématiquement des gens dont c'était la profession, en fait, et qui utilisaient les moyens de leur employeur pour faire fructifier leur patrimoine perso. Il y a une autre spécificité en crypto, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le free money avec les airdrops. Comment c'est traité fiscalement quand on reçoit, je sais pas, l'équivalent de 1 000 € de crypto via un airdrop ? Qu'est-ce qu'il faut déclarer ? En fait, ça, c'est une question qui n'a pas été tranchée déjà. Faut bien l'avoir en tête. Et qui va dépendre de pas mal d'éléments. Enfin, à mon sens, moi, j'ai une position là-dessus. Ça dépend de pas mal d'éléments et surtout des caractéristiques du airdrop. L'idée générale, c'est de se demander, déjà, en premier lieu, si on est face à un revenu imposable. En fait, un revenu imposable, en France, ça va être généralement ce qu'on appelle soit un revenu tiré d'une source de profit, soit un revenu tiré d'une occupation lucrative. Ces deux notions, elles impliquent que ce qu'on gagne, finalement, corresponde à une certaine régularité dans le versement ou alors une certaine contrepartie dans ce qui a été mis en œuvre par le contribuable pour le percevoir. C'est pour ça que les gains de jeu, par exemple, sont exclus de la notion et ne sont pas imposables, parce qu'on considère que ça ne provient pas de quelque chose qui peut constituer une source régulière de profit. Donc ça, c'est la première question. À mon sens, dans certains cas, pour certains airdrops, c'est possible de soutenir que ce n'est pas imposable, tout simplement parce que c'est quelque chose sur lequel on n'a aucune prise, qui tombe du jour au lendemain, un peu comme une sorte de récompense commerciale. C'est comme si on commençait à imposer le cashback ou alors les récompenses qu'on a au supermarché, quoi. Donc dans certains cas, c'est pas imposable. Après, ça reste une position risquée, hein, faut regarder au cas par cas. Et dans d'autres, ça va l'être. Et là, je pense l'exemple le plus récent, c'est Starknet. Pour Starknet, par exemple, ça va être beaucoup plus compliqué de soutenir qu'on n'est pas imposable parce que le design de airdrop, en fait, il a été fait pour récompenser les développeurs, donc des gens qui ont vraiment produit quelque chose. Et le fait que ce soit la contrepartie d'une production, ça rapproche quand même la chose d'un revenu imposable. Donc, c'est un peu l'analyse là-dessus. Et ensuite, une fois qu'on a dit ça, quand c'est imposable, il faut avoir en tête que c'est imposable au titre de l'année de réception, en principe. Comme tous les revenus, comme les revenus de n'importe quelle entreprise, la notion, l'année de rattachement, c'est l'année au cours de laquelle ce revenu est disponible. Et le fait qu'il soit versé en crypto, ce revenu, ça change rien à l'année de disponibilité. Pour le fisc, c'est votre choix de l'avoir gardé en crypto, vous l'avez reçu, vous devez le déclarer. Et donc ce que ça implique, c'est que les gens qui perçoivent des airdrops ou n'importe quel revenu passif doivent valoriser en euros les cryptos reçus à la date de réception et déclarer ce montant en euros, généralement en bénéfices non commerciaux, c'est-à-dire la catégorie balai qui s'applique quand on n'a aucune autre catégorie spécifique qui s'applique. Donc c'est une catégorie qui prévoit le barème progressif de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Donc ça, c'est un truc que les gens anticipent assez peu et c'est super contraignant parce que du coup, ça génère de l'impôt sans générer de cash. Parce que si on reste en crypto, on ne peut pas payer ses impôts en crypto. Et du coup, c'est encore plus problématique quand les gens ne le savaient pas et que la crypto qui a été perçue s'effondre derrière. Puisqu'on a généré de l'impôt sur une assiette qui n'existe plus. Et donc, ça crée quelques soucis, quoi. Il y a un autre cas qui peut être problématique, c'est tout ce qui est mining et staking, notamment, je pense à tous les gens qui font du staking sur Ethereum. Comment ça, c'est traité ? Là, en fait, on est un peu dans la même logique. Je prends le cas, en fait, qui va concerner le plus de monde, c'est-à-dire quelqu'un qui voit le staking et le mining comme un placement, finalement, et pas quelqu'un qui a une ferme de minage au Kazakhstan, quoi. Mais pour eux, normalement, on est dans la même logique. Il faudrait valoriser en euros les rewards à chaque fois qu'ils sont perçus. Le déclarer, faire la somme chaque année et le déclarer en BNC. Ça, c'est la théorie.
En pratique, jusqu'à présent, très peu de gens font comme ça. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils déclarent rien au moment de la réception et ils déclarent, enfin, c'est finalement imposé au moment de la cession des cryptos, puisque ça rentre dans la plus-value qui est imposable à 30%. Mais comme c'est pas ce qu'il faut faire en théorie, l'administration, enfin les parlementaires ont déposé un amendement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024, donc en décembre de l'année dernière, qui proposait justement de clarifier cette situation et d'écrire noir sur blanc dans le Code général des impôts le fait qu'il soit nécessaire de déclarer chaque année à réception les rewards. Finalement, ce qui est marrant, c'est que ils ont voulu clarifier la situation, mais ils n'avaient pas en tête que c'était aussi compliqué que ça en pratique. Et donc, après des discussions avec les associations du secteur, ils ont retiré l'amendement. Et ce qui a été convenu, c'est en gros que l'administration se penche un peu plus sur le sujet pour déterminer des modalités pratiques et surtout réalistes de mise en œuvre. Parce que quand on fait du staking sur des protocoles qui versent des rewards en fait toutes les 10 minutes ou tous les jours, c'est disproportionné de demander aux contribuables d'aller tous les jours valoriser leurs rewards en euros. Donc ça va évoluer, il va y avoir des nouveautés cette année, c'est sûr. Il y a d'autres choses à avoir en tête quand on fait de la DeFi côté fiscalité ? Il y a plein de choses à avoir en tête quand on fait de la DeFi. En fait, le problème, c'est que comme je disais, il y a plein de gens qui vont avoir une fiscalité simple, en fait. Des gens qui rentrent, qui viennent faire de l'achat-vente, ça va être super simple. Pour les autres, en fait, dès qu'on commence à faire de la DeFi, il y a deux raisonnements. Il y a le raisonnement du fiscaliste, que personne n'a, à part les fiscalistes, qui va vouloir appliquer la loi nickel. Et généralement, on se rend compte que c'est impossible en pratique. Parce que quand on est... je sais pas, quand on va acheter certains produits dans la DeFi qui peuvent être caractérisés d'instruments financiers, on passe d'un régime à un autre, on multiplie les régimes et ça devient impossible à mettre en œuvre. Et donc là, il y a le raisonnement de l'investisseur qui fait de la DeFi, donc qui est pas averse au risque, quoi. Et eux, généralement, ils décident de faire au plus simple et donc ils ont une approche fiscale qui est cohérente, qui essaie de pas léser le fisc non plus, évidemment, mais qui est réaliste, voilà. Ok. On voit aussi pas mal d'investisseurs qui décident de placer une partie de leur trésorerie de holding ou de PME d'ailleurs, mais principalement de holding dans la crypto. Comment ça se passe à ce moment-là ? Pour les sociétés, en fait, c'est totalement différent la fiscalité. D'un côté, c'est beaucoup plus précis et de l'autre, c'est beaucoup plus contraignant. C'est plus précis parce que du coup, on n'a pas cette méthode de calcul par rapport à la plus-value latente. La plus-value, elle se calcule actif par actif. Et du coup, si on a des cryptos en plus-value et d'autres en moins-value et qu'on préfère vendre celles en moins-value, on peut, parce qu'on apprécie actif par actif. C'est plus contraignant parce que du coup, il n'y a pas de neutralisation des échanges entre cryptos. Et donc, si je fais un trade Bitcoin-Ether, je vais devoir calculer la plus-value sur mon Bitcoin, même si j'ai récupéré de l'Ether. Donc, voilà, c'est un peu plus contraignant. Après, il y a quand même des avantages parce que, on l'a dit... en perso, la moins-value globale va pas pouvoir être reportée sur les années suivantes, alors qu'en société, ça va venir créer du déficit qui, lui, sera reportable indéfiniment. Donc ça, c'est quand même un avantage. Et l'autre avantage, c'est que on est quand même dans quelque chose qui se compense. Donc si on fait une moins-value, ce sera une charge financière. Cette charge financière va venir s'imputer aussi sur un produit d'exploitation potentiellement, quoi. Il y a une autre thématique qui a été très chaude au moment du dernier bull run, c'est les NFT. Voilà, c'est un peu moins le cas. Est-ce que là, la fiscalité, elle a été tranchée ? Non, sur les NFT, il y a assez peu de nouveautés. Il y a des nouveautés, mais côté projet, en fait, parce que le fisc a publié des précisions en matière de TVA pour les émetteurs. Mais pour les particuliers, rien n'a été tranché. Aujourd'hui, pareil, ça dépend des situations, mais quelqu'un qui a des NFT de faible valeur, dans le cadre d'un jeu, qui achète des cartes de footballeurs, par exemple, et qui fait pas mal de transactions, pour ces utilisateurs, leur intérêt, c'est de les traiter comme des actifs numériques, et pareil, c'est-à-dire d'aller déclarer de la fiscalité quand ils ressortent en fiat. Pour quelqu'un qui est un gros collectionneur de NFT de valeur importante, là, la question peut se poser d'aller challenger le régime, d'aller voir s'il n'y a pas des régimes plus intéressants à appliquer, quoi. Au moment de la déclaration, c'est quoi tes recos pour bien remplir les documents qui sont quand même pas hyper évidents ? Utiliser un logiciel, passer par un avocat, regarder des tutos sur Internet ? En fait, encore une fois, ça va dépendre des gens. 80% des gens vont pouvoir... s'ils sont un peu à l'aise avec Excel, ils peuvent même le faire eux-mêmes.
s'ils ont bien pris en compte cette recommandation essentielle qui est de suivre au fil de l'eau ce qui se passe en fait. Et notamment, si je fais un cash-out au cours de l'année, noter directement la valeur de mon portefeuille au moment du cash-out pour pouvoir la reporter plus facilement l'année suivante. Donc, c'est un truc qui est gérable soi-même, surtout si on a peu de plateformes. Après, si on n'est pas à l'aise, il y a plein d'outils en ligne qui permettent en fait d'agréger tous les historiques de transactions et de faire les calculs pour le compte des contribuables. Donc ça, c'est quand même assez efficace. Et après, l'avocat fiscaliste, il peut aider quand vraiment on est dans une situation où la personne n'a pas de données, elle a un fort passif, un historique, et donc va y avoir un travail de qualification et de reconstitution, tout ça. Mais voilà, on sera jamais aussi bon quand il y a toutes les datas qu'un logiciel. Une question qui revient beaucoup, c'est pour les gens qui n'arrivent pas à reconstituer tout l'historique, ils se demandent si ça vaut pas le coup de juste mettre 0 en prix d'achat pour payer le maximum et finalement se mettre un peu à l'abri d'un éventuel redressement. Ça marche? Ouais, ça marche. En fait, c'est même à l'avantage du fisc, en fait, puisque sûr, hein. voilà, en fait, on paye le montant maximum, on paye 30% du montant de la cession, on déduit pas le prix d'acquisition. Donc, sur le plan fiscal, ça génère pas de risque si la personne préfère faire ça, parce que finalement, elle va perdre plus d'argent en essayant de retrouver ses historiques qu'en le déclarant pas. C'est OK sur le plan fiscal. Le seul truc que ça peut provoquer, c'est que pour la banque qui va recevoir les fonds ensuite et qui va l'année suivante vous demander votre déclaration de revenus, ça peut créer des questions parce que du coup, vu qu'on n'a pas d'acquisition, ça peut interroger sur la source, finalement l'origine de ces cryptos. Mais quand on a quand même des éléments, des preuves que ça vient bien d'achat, mais qu'on n'a pas envie de tout valoriser, on peut très bien faire comme ça, ce ne sera pas un problème. En tout cas, c'est pas le fisc qui va vous le reprocher. Et comment justement on peut se préparer pour ne pas avoir de problème au moment de la réception des fonds, pour pas que la banque elle bloque ou carrément qu'elle renvoie le virement puisqu'elle considère qu'elle peut pas faire les vérifications nécessaires? Il y a pas mal de trucs à faire. Dans le meilleur des mondes, c'est de garder tous les justificatifs. Donc quand on achète de la crypto, de garder les traces. Quand on les a pas tous, d'en garder quelques-uns. De bien faire ses déclarations de compte à l'étranger, parce que c'est un truc qui demande systématiquement, quand on en a bien sûr, hein, parce qu'on peut faire aussi chez un acteur français, mais globalement de garder la trace la plus fidèle de ce qui s'est passé, et surtout de ce qui se passe au moment où il y a des données fiscales qui sont en jeu, c'est-à-dire au moment de l'achat et au moment de la vente, quoi. On a pas mal parlé de la France, est-ce qu'il y a des régimes, est-ce qu'il y a des pays qui ont des régimes qui sont peut-être un peu plus attractifs que du 30% et puis tout un tas d'incertitudes sur les airdrops, etc. C'est quoi les bons pays pour la crypto? En réalité, il y a les bons pays pour la fiscalité en général, qui sont aussi des bons pays pour la crypto généralement. Ça va être les bons pays pour la fiscalité du capital, quoi. Il y a des pays comme la Suisse, le Luxembourg, qui ont une fiscalité sur le capital qui est extrêmement avantageuse, où on est à 0% en fait sur ce type de gain. C'est pas grand-chose, ouais. Ouais, c'est pas énorme, voilà. Il y a des pays comme la Belgique qui ont une position un peu plus nuancée, mais au sein desquels on peut dans certains cas obtenir 0% quand on est vraiment dans le cadre d'un investissement passif, mais purement passif. Et à l'inverse, où on passe à 33 quand on est un peu plus actif. Il y a des pays comme la Grande-Bretagne aussi, qui a une fiscalité sur le capital qui est assez allégée. On a des taux qui sont de 10 ou de 20% sur les plus-values. Et après, il y a des pays qui ne sont pas traditionnellement des pays fiscalement accueillants, mais qui se sont mis sur ce créneau, et je pense notamment au Portugal qui a fait beaucoup parler de lui, qui a attiré beaucoup de développeurs, de projets sur place, parce qu'ils avaient une tolérance pendant super longtemps. Il n'y avait pas de régime d'exonération en tant que tel inscrit dans le marbre, mais il y avait une tolérance. Là, j'ai l'impression que c'est un peu en train de changer, en tout cas sur le papier. Mais voilà, c'est après autour de nous les pays les plus favorables. Et l'Allemagne, c'est intéressant? L'Allemagne, c'est aussi intéressant puisque eux, ils ont une exonération totale après 1 an de détention. Donc 1 an, ça passe assez vite. Donc c'est un truc qui peut ne pas convenir à des traders qui sont un peu actifs, parce que du coup, à chaque fois qu'on trade, on refait partir le délai de détention. Mais pour des gens qui sont dans une logique de conservation moyen-long terme, c'est quand même très avantageux.
Et comment, du coup, l'administration, elle va définir si on est vraiment expatrié, par exemple, au Portugal et qu'on n'est pas en train de vivre à Lyon et qu'on profite, du coup, de... Donc, on a un centre d'intérêt économique en français. En fait, la résidence fiscale, c'est un truc super précis qu'il faut déterminer de manière assez méthodique parce qu'il y a plein de critères qui sont pris en compte. Les critères en droit français, ils sont de 3 ordres. Il y a un critère d'ordre personnel. On va déterminer où est votre foyer. Un critère d'ordre professionnel. On détermine en fait où est le lieu d'exercice de votre activité principale. Et un critère d'ordre économique. On va regarder quel est le pays dans lequel, enfin, si la France est le pays dans lequel vous avez le plus d'intérêt économique. Si vous cochez une de ces cases, potentiellement, vous restez résident fiscal français. Et si vous avez déménagé et que vous êtes aussi résident fiscal ailleurs, ce qui se passe, c'est qu'on a des conventions qui sont conclues entre tous les pays, les conventions fiscales bilatérales, qui vont permettre de trancher le conflit de résidence en fonction de certains critères. Et généralement, le conflit est tranché... le premier critère, c'est le lieu du foyer d'habitation permanent, donc le lieu où vous êtes réellement. Donc ça pose la question du lieu où vous êtes réellement. Le lieu où vous êtes réellement, c'est pas le lieu où vous êtes en vacances. Il suffit pas de prendre un Airbnb pour être réellement à l'étranger et que ça compte fiscalement. C'est le lieu où vous avez une installation qui est permanente. Et le côté permanent de l'installation, il se détermine évidemment sur des critères familiaux. Donc si vous avez des enfants, c'est le lieu où habite votre famille, où vos enfants vont à l'école, des choses logiques. Si vous êtes célibataire, ça va être des trucs beaucoup plus pratiques et des trucs auxquels on ne prête pas forcément attention. Ça va être le lieu où vous consommez le plus d'énergie finalement, le lieu où vous avez un abonnement à la salle de sport, le lieu où vous êtes inscrit à un cours de musique. Et c'est comme ça que l'administration va venir potentiellement challenger la résidence fiscale que vous avez déclarée sur le papier. Donc elle va demander à toutes ces entreprises de fournir, d'envoyer des documents qu'ils pourraient avoir sur la personne. Exactement, ouais. Exactement. Ils vont déjà essayer de déterminer si vous avez un bail quelque part, demander au bailleur une copie. Ils vont demander ensuite aux fournisseurs d'énergie les relevés pour voir après le niveau de la consommation. Et ils vont demander à tous ces intermédiaires d'avoir copie des contrats. Ils vont regarder aussi votre téléphone si vous passez beaucoup d'appels. Ils vont regarder vos relevés bancaires pour voir si vous avez fait des retraits en cash ou payé des restos à Paris. C'est comme ça, c'est quelque chose de super factuel en fait. Et ensuite, quand on est entre deux pays, on peut avoir des traces de présence en France sans que ça rattache fiscalement la personne à la France. Et dans ce cas-là, en cas de contrôle, c'est une sorte de dialectique, d'échange qui s'instaure avec l'administration. L'administration apporte des preuves si elle veut challenger. Ensuite, c'est au contribuable d'apporter encore plus de preuves qu'il était hors de France, et ainsi de suite, quoi. Est-ce qu'il y a des façons légalement d'optimiser l'imposition sur la crypto ? Légalement, en fait, le régime est quand même globalement assez étanche. Le législateur a fait en sorte d'éviter, on l'a vu, que la crypto s'impute sur autre chose que des revenus crypto. Mais il y a quand même des points d'attention, notamment bien analyser ces transactions. Ça peut parfois permettre de diminuer le montant de l'imposition. Je pense à des gens qui justement percevraient des revenus passifs, par exemple, où la valeur à réception devrait être imposée en BNC et le reste en flat tax. Parfois, ça peut générer des situations dans lesquelles le taux finalement est moins élevé de cette manière. Quelqu'un qui aurait perçu un airdrop, qui pourrait soutenir que ce airdrop n'est pas imposable, lui aussi pourrait diminuer son imposition de cette manière. Donc, en ayant une analyse précise des flux, tout en ayant en tête les intérêts du contribuable, parfois c'est possible de diminuer le taux global qui va être payé quand on a des opérations un peu complexes. Ensuite, il y a des hypothèses qui sont explorées. Et je dis des hypothèses parce qu'on est dans des schémas qui restent risqués, où l'administration n'est pas toujours d'accord, de mise en société d'actifs numériques via des structurations spécifiques qui peuvent parfois conduire à diminuer le montant de l'imposition, mais ça reste des choses, à mon avis, à manier avec beaucoup de précautions parce qu'on a assez peu de recul. L'administration a une arme qui s'appelle l'abus de droit fiscal qui peut permettre de remettre en cause pas mal de montages de ce type. Donc voilà, il y a des pistes, mais il n'y a rien de super sécure, quoi. Comment tu vas évoluer la fiscalité sur le sujet là, dans les années à venir ? Moi, je pense que ça va pas mal évoluer dans un sens de précision. En fait,
là, le régime qu'on a, la neutralisation des échanges crypto-crypto, c'est un régime qui a été mis en place en 2019, à un moment où l'administration fiscale connaissait rien de la crypto, avait très peu d'informations sur le sujet. Et donc, ils se sont dit, on fait un truc simple, on impose quand c'est en euros et on se prend pas trop la tête. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de contrôles en pratique. Ok. Les contrôles qu'on voit, c'est sur des cas extrêmes, quand il y a une différence énorme entre le montant qui est déclaré et le montant qui est arrivé sur le compte bancaire. Mais sinon, il n'y a pas de vague de contrôle quand on déclare qu'on a de la crypto ou un compte à l'étranger. Avec les dispositifs d'échange automatique d'informations dont on a parlé, l'administration fiscale, chaque année, va se retrouver avec une masse de données considérable en fait, sur les transactions crypto des contribuables. Sur les transactions, mais aussi sur leur nature, leur qualification, et va pouvoir avoir une approche beaucoup plus fine de l'imposition. Elle va pouvoir vous dire, là, ce staking, c'est du staking, donc c'est du BNC. Ce trade sur ce dérivé, c'est du produit dérivé. Ça, c'est du gain en capital. Et pourra vraiment distinguer ce qui se passe dans la crypto. Aujourd'hui, c'est un peu traité comme un tout. Demain, ça sera vraiment, en fait, la crypto sera comme de l'euro, quoi. Il n'y a pas un régime fiscal applicable à l'euro. Et c'est pareil pour la crypto. Il n'y aura plus de régime fiscal applicable à la crypto. On sera sur des régimes qui dépendent de ce qui est fait en crypto, quoi. On va passer aux questions de la communauté. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions sur notre communauté. Je vous remets un lien quelque part ici. La première question qu'on nous a posée, c'est de savoir si on pouvait faire un crédit lombard, donc de collatéraliser, faire un prêt collatéralisé par du Bitcoin, par exemple, sans passer par la case imposition. Alors, oui et non. En fait, ça dépend comment c'est fait. Il y a plein de limites. Il y a 2 limites principales qu'il faut avoir en tête avant que je déroule. En fait, quand on fait une cession de crypto, que ce soit des cryptos qu'on a empruntés ou des cryptos qu'on a dans son portefeuille, c'est une cession imposable. Donc déjà, ça exclut pas mal d'outils dans la DeFi où, en fait, quand on collatéralise, l'emprunt, il est fait en crypto. Ça sert à rien d'emprunter des cryptos parce que quand on va les vendre, ça va générer de la cession, de l'impôt. Donc ça, c'est la première limite. La deuxième limite, c'est que si le mécanisme juridique de collatéralisation entraîne un transfert de propriété des cryptos, l'administration fiscale considère que ce transfert de propriété est un fait générateur d'imposition. Et donc, ça rend l'opération un peu absurde. Donc, c'est ces 2 limites. Et quand on a ces 2 limites en tête, en fait, on a quand même des modèles où c'est possible. Il faut ensuite trouver le prestataire, le partenaire. Et ce modèle, ça va être principalement quand le collatéral, en fait, constitue une sorte de gage sans dépossession. C'est un régime juridique qui n'entraîne pas le transfert de propriété. Donc, on met en gage ces cryptos et le partenaire prête de l'euro. Dans ce cas-là, c'est OK. Le seul problème de ça, c'est que pour l'instant, il y a assez peu d'acteurs qui le proposent. Il y a quelques banques en Suisse qui se sont mis sur ce créneau, mais voilà, ça reste assez rare. Après, on peut imaginer qu'il y en ait de plus en plus à l'avenir, quoi. Il y a un autre phénomène qu'on voit beaucoup et que beaucoup d'utilisateurs de la crypto aiment beaucoup, c'est la carte bancaire. Donc, ils ont une carte bancaire de l'exchange qu'ils utilisent et ils vont aller payer des choses avec. Ça, c'est un fait générateur d'impôts quand on passe la carte au supermarché. Ouais, théoriquement, c'est un fait générateur d'imposition. Et c'est un des côtés... En fait, c'est marrant parce que ça illustre bien que le régime des cryptos, il a été fait en concevant la crypto uniquement comme un outil spéculatif. Et le côté moyen de paiement de la crypto, c'est pas un truc qui a été pris en compte par le législateur. Donc effectivement, quand on paye en crypto, même avec une carte, c'est un fait générateur d'imposition. Donc selon la carte, il y a différents mécanismes. Parfois, c'est des cash-out qui sont faits par le prestataire de la carte. Parfois... Enfin, ça dépend, mais à chaque fois, il faut valoriser le fait générateur d'imposition, quoi. Est-ce que le fait de passer par un outil, on parlait tout à l'heure des différentes plateformes qui existent, il y a Waltio, mais il y en a plein d'autres, est-ce que ça va rassurer ou ça va apporter une caution de plus au moment de la soumission de sa déclaration d'impôt par rapport au fisc? Ouais, je pense quand même. En fait, aujourd'hui, l'administration fiscale n'est pas dotée, ils sont en train de travailler sur le sujet, mais n'est pas dotée d'outils équivalents. Donc, quand le contribuable est passé par un tiers, et évidemment qu'il a fourni toutes les données de ses historiques, parce que ça dépend aussi de ça, la réalité du montant, l'administration fiscale a plutôt tendance, d'une part, à penser que le contribuable a été diligent, donc exclure des pénalités pour mauvaise foi, comme on a parlé tout à l'heure, et d'autre part, à penser que s'il y a une erreur, ça n'a pas été sciemment commis, quoi. Donc, je pense que c'est quelque chose de bien vu.
qui peut être que positif, mais la limite, voilà, c'est d'avoir la capacité de fournir tous ces historiques, sinon ça sert à rien, et parfois ça génère des résultats un peu absurdes. Et justement, les plus-values qu'on fait, elles sont déclaratives. Comment comment l'administration va pouvoir vérifier quoi que ce soit, surtout si c'est sur des exchanges qui sont pas en France. Comment ça se passe à ce moment-là? Avant l'échange automatique d'informations, hein, c'est assez laborieux, mais c'est possible. En fait, l'administration fiscale, en France en tout cas, surtout les acteurs français, elle a ce qu'on appelle un droit de communication, c'est-à-dire qu'elle peut demander à n'importe quelle société des infos sur le contribuable qui est contrôlé. Si la société ne les donne pas, elle encourt une amende, donc les sociétés ont plutôt intérêt à le faire. Donc ça peut se passer comme ça. La personne voit vos relevés bancaires, elle voit qu'il y a un virement, enfin un débit vers, je sais pas, Kraken, Coinbase. Et donc là, elle va utiliser ce droit pour demander à la plateforme en question de communiquer des infos. Quand la plateforme est en France, c'est assez simple, ça va assez vite. Quand elle est à l'étranger, on rentre dans des autres logiques, des logiques de coopération administrative entre États. Donc ça mobilise des conventions entre les États. Parfois, dans certains États, avec certains États, la France n'a pas de convention. Donc là, c'est très compliqué, voire impossible. Mais quand on a des conventions, généralement, l'administration fiscale obtient des résultats au bout d'un moment. Mais ça peut être très long parce que, par exemple, en Angleterre, pour forcer un exchange à donner des infos, il faut passer devant un juge qui valide la procédure. Donc ça peut prendre 1 an et demi, ce qui rallonge le contrôle du contribuable. Et c'est quoi les pays avec lesquels la France n'a pas de convention? En fait, la liste a récemment changé. C'est ce qu'on appelle les États et territoires non coopératifs. C'est une liste qui est arrêtée chaque année par Bercy. Quelque chose. Exactement, c'est ça, les ETNC. Et il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a moins d'une dizaine. Ouais. J'ai vu que, par exemple, les îles Vierges britanniques qui étaient depuis longtemps et le Panama viennent de sortir de la liste. Mais ça va être, je crois qu'il y a les îles Vierges américaines. Enfin, c'est des pays qu'on n'apprend pas à l'école. Déjà, c'est sûr. Il fait chaud, il y a des cocotiers, quoi. Généralement, il fait beau, ouais, et on peut pas les situer sur une carte, quoi. Ok. Ouais. Est-ce que tu as un dernier conseil pour la route à donner aux gens qui veulent investir en crypto, mais qui veulent, dans la majorité des cas que j'ai vus aussi, être dans les clous et qui ont juste peur, en fait, de mal faire? Je pense que le meilleur conseil, c'est de rester assez simple. Ne pas multiplier les comptes sur des dizaines de plateformes, ne pas avoir 18 ledgers, avoir en fait des supports de détention simples et une bonne hygiène en termes de gestion des données. Parce qu'aujourd'hui, contrairement au secteur financier où les intermédiaires doivent délivrer des imprimés fiscaux uniques, en fait, l'intermédiaire fait tout le travail fiscal pour le contribuable. Aujourd'hui, tout est à la charge du contribuable, il doit se débrouiller, et donc ça implique une certaine hygiène dans la gestion de ses données et le suivi de son portefeuille. Donc il faut être rigoureux. Exactement. Ouais. Merci Alexandre. Merci beaucoup Mounir.